Réveil. Elle a eu tort, grand tort en vérité, d'accepter cette promenade dans les hautes futaies silencieuses où ne passe que le bruit des feuilles mortes craquant sous leurs pas. La forêt vide les entoure et les égare dans un labyrinthe de colonnades illuminées par places de raies de lumière cendrée. Il marche derrière elle, en serrant le rouleau dans la poche de sa gabardine, une bonne cordelette mince et résistante. Elle avance nonchalamment, et il observe la silhouette élancée avec satisfaction. Pourtant, il a hâte d'en finir. Le nœud de la cordelette coulisse convenablement. Elle se retourne en souriant, désireuse de savoir pourquoi il s'attarde. Comme il a le soleil dans le dos, elle ne peut voir avec précision sa physionomie. C'est mieux ainsi. Mais lui distingue parfaitement les longs cheveux tombant sur les épaules et le visage frais, la peau douce, sans rides, sans marques, cette peau sûre d'elle, cette peau trop lisse pour laquelle il a tué un de ses hommes. Il lui propose de faire halte un instant et de s'appuyer contre un tronc d'arbre. C'est la partie du plan la plus aléatoire, et de fait, elle repousse sa proposition, trouvant les troncs des grands hêtres trop humides. Il n'insiste pas, mais regrette ce refus qui va l'entraîner à une violence préliminaire qu'il aurait aimé éviter. Il ne peut plus articuler, entravé par une boule dans la gorge. Il marche de nouveau côte à côte. Elle parle, il ne sait de quoi, probablement un babillage sans importance. Son attention se porte exclusivement sur les colonnes des arbres. Celle qu'ils vont dépasser est du diamètre voulu pour que les deux mains se rejoignent presque. Un pas de moins qu'elle, et il est bien placé. Tout maintenant est affaire de promptitude. Il tire à lui la main gauche, encerclant le poignet du nœud de la cordelette. Elle se retourne, interloquée. Il tourne aussi de façon à rester derrière elle et mettre l'arbre entre eux. Déjà, il agrippe l'autre main et la tire. Elle se débat, mais trop tard. Il a enroulé l'extrémité libre de la cordelette autour du bracelet qui enserre le poignet droit. Un genou contre le fût, il la hale en arrière, de telle sorte que les épaules et le dos collent à l'arbre. Elle s'affole en gesticulations désordonnées, cherche à prendre appui sur le poteau pour s'échapper, et ses mouvements l'aident à rapprocher l'un de l'autre les poignets et à les lier solidement ensemble. Ainsi fait-elle corps avec l'arbre. Elle lance des coups de pied qu'il ne lui est pas difficile d'esquiver. À l'aide de la deuxième cordelette, il ligote les jambes un peu au-dessous du genou, là où elles sont protégées par les bottes, et la plaque tout entière contre le tronc. Il peut faire confiance à ses nœuds, il le sait. Pourtant, ne voulant rien laisser au hasard, il les contrôle, et l'examen le satisfait. Si elle se débat, le seul effet sera de les resserrer davantage. Il contourne l'arbre. Dryade, épouvantée, elle le regarde à travers des yeux hagards, dilatés par la terreur. Terreur panique. Et il rit, en pensant que cette petite sotte ignore sans doute qui sont Pan et les Dryades. Il lui fait trop d'honneur en évoquant les dieux à son propos. Il considère ses yeux immenses, noirs et profonds, ce visage si harmonieux qu'il en devient provocation permanente dont elle feint de n'être pas consciente. Il sort la cravache de sa poche intérieure, une cravache en peau de requin, mince et coupante, achetée à Hambourg dans un établissement très spécialisé, et d'une détente sèche la fait siffler. Ses yeux occupent tout le visage, elle ne crie pas, murmure seulement des négations. L'imbécile. Il suffirait qu'elle parle, qu'elle demande les raisons de cette mise en scène pour qu'il la détache aussitôt. Mais elle en est bien incapable, enfermée dans son univers de séduction et d'émotion, de désir noyé flottant entre deux eaux. Elle comprend enfin ce à quoi il s'apprête, car elle bouge la tête dans un mouvement de va-et-vient, bouche grande ouverte et silencieuse. Il avance, la nuque s'immobilise.
Il sait où il va frapper. Il tend le bras pour donner de l'élan à son cou et que la cravache entaille profond la pommette gauche des ailes du nez au coin externe de l'œil. Le bras se bloque. Il l'a tué par haine pour ses goûts d'écorcheur, et maintenant c'est lui, encore une fois remonté des abîmes, qui le dépossède, l'expulse, le remplace. Les petits yeux vicieux au-dessus des énormes maxillaires se substituent à sa propre image. La cravache, parente des poignards à écarter les ombres, fend l'air pour frapper le fantôme invisible. Un étau serre son thorax. Il se sait blême. Il reste là, immobilisé, à reprendre son souffle. Il défait les liens dont la marque n'est pas imprimée dans la peau grâce aux 2 larges bracelets qu'il lui a offerts dans cette intention, en insistant pour qu'elle les porte tous les 2. Le réveil est lent et somnambulique. Il l'empoigne par le bras gauche et la ramène jusqu'à la voiture. Elle a perdu toute expression, et pelotonnée dans son siège contre la portière, elle le fixe hypnotiquement. Je fais face à la nuit. La croûte crasseuse qui pesait sur moi s'est dissoute. Peau savonnée, rincée, essuyée, soigneusement, méticuleusement, parcelle après parcelle, rasée même sur le visage en dépit de la pénombre. La fraîcheur qui précède l'aube m'a réveillé. J'ai dormi la journée entière sans être appréhendé, et je fais face à la nuit. La lune métallique s'arque au-dessus des montagnes. Quelques oliviers au tronc noir détachent leurs feuilles autour de la boule de leur couronne. La terre s'étale encore chaude, sèche, débarrassée de tout fouillis superflu, dure intégrité réduite à une suite de plans sans douceur. Cette nuit succède sans interruption, franchissant une parenthèse de 5 années, à d'autres nuits semblables, près d'Aden, à Chypre, au Kenya, à d'autres nuits semblables, quand j'étais sûr de moi, du monde, de mes hommes, de notre lutte contre les francs-tireurs qui nous harcelaient dans les montagnes. Et les gestes de prudence nécessaires à qui se dissimule revivent d'eux-mêmes. La main qui allait gratter une allumette a interrompu son mouvement et ôté la cigarette de ma bouche, réprimant mon désir de fumer. Jambes croisées sur le sol, l'esprit aussi net que le corps, indifférent désormais aux épisodes récents, si précipités qu'ils me paraissent déjà très anciens, je n'en jette pas pour autant par-dessus les bords de ma mémoire la fuite, la panique, l'affolement, la course délirante qui me fascinait. Seule a résisté l'armature de réflexes inculquée par un entraînement rigoureux que 5 ans de vie dans un grand pays policé n'ont pas effacé. J'avais quitté Londres pour le Lancashire par un jour pluvieux de septembre sans dire adieu à personne. Mal assuré d'avoir agi sagement en quittant l'armée après la fin des guérillas, par peur de l'ennui d'une carrière dans les garnisons britanniques. La ligne brisée d'étoiles le long de la voie ferrée se confondait presque avec le ciel nuageux et gris, gorgé de fumée. Par intervalles, un terre-plein cimenté où jouaient des gosses interrompait la répétition indéfinie des maisonnettes noircies. Debout dans le couloir, main sur la barre d'appui salie par la poussière charbonneuse, je regardais la grisaille, appréhendant une vie de publicitaire fébrilement morne comme ce jour désespéré. Et mon front s'appuyait contre la vitre. Départ brumeux, dicté par un refus obstiné que n'éclairait pas même une attente. La perspective d'une plate vie de garnison s'était répétée sur un mode à peine différent
avec la soif de procréation chez cette fille qui avait provoqué l'illusion d'une passion. Elle possédait le charme, la fortune, la réussite professionnelle, mais il lui fallait un enfant pour accomplir sa féminité, serinait le nouveau credo, si semblable à l'ancien mais proclamé féministe, qu'elle récitait avec conviction. Et de nouveau, c'était la vision d'une vie balisée, fade, famille et banque en place de l'armée. Simple changement de vocabulaire, mais même piste grise sous un ciel gris, jusqu'au trou final. Mieux valait partir, encore une fois. Encaisser la grande scène de la femelle possédée par l'instinct de l'espèce, déguisée en amoureuse, camouflée sous des théories. Partir, quand bien même l'offre de l'agence de publicité ne suscitait pas l'enthousiasme, aussi financièrement avantageuse qu'elle fût. Partir en ajoutant encore un peu de misogynie au bagage déjà trop pesant. Images délavées, flocons d'écume voltant à la surface d'une mémoire importune. La lune, plus haut dans le ciel, brille d'un blanc mat. Les découpes des collines thessaliennes filent selon des lignes pures et précises. L'air sec, frais, m'enveloppe et bouillonne en moi. Si l'antique destin a usé de procédés violents pour m'extirper de l'enlisement dans la ville de Bruine, des bars clos sur eux-mêmes, des soirées mondaines ou galantes, du triste travail de publicitaire bien payé, enfoncé au creux de l'habitude, il serait malséant par cette nuit claire, dessin sans rature de vase athénien, de rechigner en pleurnichant. D'autant plus que sur cette voie difficile, la TR m'est laissée, secourable, étrangère au temps de repos dont l'homme a besoin pour échapper à l'essoufflement, aux ampoules, à l'inertie du corps épuisé. Même l'absence répétée de sommeil ne m'interdit pas de piloter, une cigarette suffisante à me tenir éveillé, ou mieux encore, des peaux d'orange appliquées sur le front. Aussi dois-je me faufiler à travers les cordons de police sans quitter les voies carrossables. La lune diffuse une lumière uniforme, suffisante pour que j'examine si une pierre n'a pas endommagé le pont arrière. Aucun choc n'est apparent. Geste machinal, mon doigt glisse sur la carrosserie. La plaque d'immatriculation est illisible, couverte d'un emplâtre gris aggloméré sans doute sur les pistes de baie. Je réfrène mon émotion, refusant de choir à nouveau dans les décisions irraisonnées. Le premier motard assommé, encore inconscient, est vautré sur la pente, retenu par la fissure d'un rocher dans laquelle une botte s'est insérée. Étendu dans le sens de la déclivité, il a l'air de regarder les touffes épineuses. Il tombe de tout son poids de cuir et de métal étincelant vers l'amas de ferraille convulsé en grimaces que les acanthes ont immobilisé et retiennent dans la sympathie de leur nature hérissée de pointes tranchantes et de triangles coupants qui surmontent un enchevêtrement insaisissable. Mais l'autre, en dépit de la chute vertigineuse, a si bien touché terre que, brisé, moulu de toutes parts, casque cabossé et cuir déchiré, lacéré, troué, frappé par le soleil qui cogne sur l'athlète battu, il saurait fournir de sa bouche sanglante les renseignements sur la voiture qu'il poursuivait. Mais les secours tardent, et le soleil sèche de plus en plus le visage tuméfié et la langue gonflée qui a soif d'eau fraîche. Sa jambe droite, tordue, cassée peut-être, et une vive douleur lombaire lui interdisent de se mouvoir, de ramper en direction de la route en prenant appui sur les avant-bras et tirant ses membres inférieurs à travers la pierraille. Il attend depuis longtemps que les secours alertés par le camionneur se manifestent. Et le berger, qui se tient sans doute pour responsable, s'est caché, terrorisé, abandonnant même son troupeau pour ne pas tomber entre les mains de la police.
Mais on le retrouvera quand ses collègues de la brigade feront le trajet au long duquel il devait patrouiller. Et il faut qu'il soit lucide pour signaler la voiture sport rouge décapotée, britannique, dont le numéro était illisible, et qui devait avoir de sérieuses raisons pour fuir à pareille allure, un trafiquant ou un espion qu'il faut appréhender. Alors il s'efforce de tenir bon et de tracer sur son calepin des indications tremblées avec une main au métacarpe écrasé. Sans doute me suis-je conduit en chauffard irresponsable, ivre d'avoir bu trop de vitesse, empoigné par l'élan exacerbé de la vie et absorbé par les 6 cylindres dont la puissance m'a dépassé, sans doute. Mais pourquoi aurais-je pitié de soldats professionnels tombés en service? Bien que je ne puisse abolir une compassion de militaire, je préférerais pour des raisons tactiques que tous deux eussent été tués sur le coup. Hypothèse peu probable, tant le corps humain résiste et sait profiter du moindre hasard heureux pour amortir la violence des chocs, et le camionneur les aura repérés. De sorte que c'est le rouge, l'élément le plus dangereux. Rouge de violence et de défi, de gueule mordicante sur champ d'argent matinal. Rouge d'agression, rouge de murex, de cochenille ou de garance, né de la mer, de l'arbre ou de la terre. Rouge de feu, luxueuse étoffe somptuaire venue de Phénicie, choisie toujours pour être aperçue, remarquée, exaltée. Rouge usurpé, éclatement rayonnant, poudre de pourpre pulvérisée aux yeux des hommes gris, voulu par affirmation, bravade juvénile qui vit pour le regard des autres. Prends garde, et ôte cette couleur qui te montre aux yeux de tous. Entre dans le manteau de la nuit secourable pour te retrouver et suivre le lent cheminement imposé. Mais qui me couvrira en ces ruelles et ces venelles tortueuses et cruelles? Qui de ceux-là dont la langue m'est mûre sans faille ni entaille? Vole, s'il le faut, un pan de ténèbres qui te fera invisible. Dérobe-le par ruse et menace, et souviens-toi d'Ulysse aux 1000 tours, qui sut se vêtir en mendiant. La lumière blanchit et s'allège. Je peux allumer une cigarette et faire chauffer de l'eau pour le thé, capable d'apprécier ce moment privilégié sans ressasser les bizarreries du passé proche. Le thé est chaud, âcre, breuvage divin qui chasse de la bouche les mauvaises saveurs, rite pour accueillir le jour et le mouvement. Dans la chaleur ouatée où la réflexion s'empâte, des taches de lumière tombent sur le capot de la Triomphe, qu'elle constelle d'éclats régénérateurs du rouge, rappel ironique, puisque nous sommes enfermés dans cette cabane, en attente que les émissaires de l'ombre viennent me chercher pour m'emmener vers je ne sais quelle destination promise, ou plutôt suggérée, libératrice. Peut-être suis-je tombé dans un piège qui me fera capturer en compagnie d'une TR inutilisable, après avoir rêvé de fuir à la manière d'un bolide, force irrésistible et pulvérisante. Je peux encore me retirer, ouvrir la porte disjointe, sortir en marche arrière, retrouver la route. Sottise. Virevolter serait l'attitude la plus pernicieuse, et les plans humains sont trop aléatoires pour ne pas laisser place au hasard ou au destin. Depuis des heures sans nombre, je suis assis à même le sol de terre battue, en serrant mes genoux des 2 paumes dans cette antichambre misérable d'un monde clandestin. Le représentant en avait surgi au détour d'une pente pierreuse. Ancien résistant qui avait appris l'anglais de 2 parachutistes, il a cru, ou fait semblant de croire, à mon histoire de révolutionnaire traqué par la police, en dépit de la voiture décapotable, gage évident de richesse.
Autour de moi, posés contre le mur aveugle de Pizé, reposent des houes, une charrue primitive en bois, des harnais de cuir noir écaillés, l'attirail banal de la pauvreté campagnarde. Tout est banal, comme était banale l'offre de la pastèque aux voyageurs par le paysan, et le sourire édenté, et la main rugueuse qui se tendait. La triomphe est là, silencieuse, abandonnant la puissance aux chevaux de l'obscurité vaguement pressentie. L'étouffement se condense. À pas lourds, j'entrebâille la porte sans que nul courant d'air ne brasse l'atmosphère engourdie. J'attends. Il ouvre la porte. Sur le palier attend une jeune femme enveloppée d'une cape noire, dont le capuchon couvre les cheveux et le front jusqu'aux sourcils. Il la reconnaît pourtant, comme celle avec laquelle il a longuement parlé, il y a peu, au cours de cette soirée chez le grand patron. Il s'efface et la laisse entrer. Elle rejette sa capuche et secoue la tête, pour ébouriffer ses cheveux couleur de marron d'Inde. Il s'avance, désirant l'aider à enlever sa cape, mais elle refuse. Elle préfère la garder sur elle. D'ailleurs, elle restera peu de temps. Il le déplore et la fait pénétrer dans la bibliothèque. Elle s'assied sur un fauteuil de cuir sombre et lui en face d'elle sur le canapé. Entre eux s'étend la longue table basse au plateau de béton émaillé sur son piétement d'acier. Elle glisse 2 doigts gantés sur le plateau. Elle en aime les étonnantes irisations orange ou violacées. Elle ne veut rien boire, il lui faut se hâter. Il ne comprend pas pourquoi elle est venue et le lui dit. Elle sourit et se lève. Il veut l'imiter, mais elle le prie de ne pas bouger. Déconcerté, il s'exécute. Elle s'appuie d'une main au dos du fauteuil. D'un mouvement d'épaule, elle écarte les pans de sa cape. Elle tient dans sa main droite, dirigée vers lui, un luger muni d'un silencieux. Interdit, il se demande si ce n'est pas plaisanterie, d'autant plus que son sourire se prolonge. Elle parle sur un ton de conversation mondaine. Elle dit qu'elle est venue pour le tuer, Suzanne et sa sœur. Il s'étonne de ne s'en être pas aperçu l'autre soir. Ce sont les mêmes cheveux, le même ovale. Mais la physionomie de la visiteuse est plus énergique. Les traits en sont plus accusés, l'ossature mieux marquée. Cette différence de fermeté l'a sans doute trompé. Qu'elle le tue au plus vite, tandis que son imagination est encore anesthésiée par la surprise. Elle poursuit avec la même amabilité, en lui faisant observer qu'elle avait d'abord songé à lui entailler le visage, mais que cela n'aurait abouti qu'à en renforcer l'expression. Il aurait même probablement été ravi d'une belle balafre. Elle ajoute que le bol d'acide sulfurique fut, paraît-il, en honneur au début du siècle, mais, outre son caractère archaïque, il est dangereux pour l'utilisateur. Il intervient, par pur souci de logique. Il lui semble qu'elle court un risque considérable pour un maigre résultat. Elle le regarde, une pointe d'ironie dans les yeux, et affirme qu'il n'en est rien. Personne ne la connaît dans cet immeuble. Elle n'a ôté son capuchon qu'une fois chez lui, et le luger n'a pas été enregistré. Par surcroît de prudence, elle a gardé ses gants. Il ne parvient pas à établir un lien entre la petite sotte qu'il a voulu cravacher dans la forêt et cette jeune femme décidée au sang-froid incontestable. Il remarque que sa sœur n'a subi que ce qu'elle méritait et qu'il ne l'a même pas touchée. Elle n'appuie pas sur la détente, mais lui fait part de son désaccord. Elle tient sa sœur pour une faible qui a constamment besoin de se rassurer, et il lui a causé un choc profond. Elle a répondu avec le même ton neutre que le sien.
Il continue à ne pouvoir imaginer que dans quelques instants il sera mort. L'imagination de la mort exige une préparation, un décor, une violence au moins suggérée. Il demande pourquoi elle a jugé bon d'attendre tout ce temps. Elle répond que c'est tout simplement parce qu'elle ne savait pas tirer. Il lui a fallu apprendre. Mais maintenant, elle est très sûre d'elle. La conversation languit. Ce qu'il aurait à dire serait trop long et n'expliquerait certainement rien. Il considère la jeune femme. Il serait déplacé de lui dire qu'elle est pour lui la découverte brutale d'un monde neuf, qu'il pourrait l'aimer. Cette déclaration ressemblerait trop à de la peur et à une tentative maladroite pour se tirer d'affaire. Il la prie donc de prouver sa précision. Le sourire a fait place à une gravité qui lui sied. Il aime ce visage peu commun, à la charpente apparente, et ses prunelles bistres. Elle recule en lui faisant face. Elle ne le tuera pas aujourd'hui, car il est trop indifférent. Plus tard. Il aura ainsi le loisir d'imaginer. Il réfléchit un instant et constate que c'est un jeu cruel mais dangereux. Une fois sur ses gardes, il se méfiera et se défendra. Elle n'a pas changé d'expression. Elle consent à ce qu'il se défende. La porte se referme.